Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre de la neuroanatomie, on va voir le massif crânial. Voici le plan du cours qu'on va suivre. On va commencer par une introduction, puis on va faire l'anatomie descriptive des différentes pièces osseuses qui forment le massif crânial, l'anatomie de l'os frontal, l'os ethmoïdal, l'os sphénoïdal, les os temporaux, l'os occipital, les os pariétaux, puis on va terminer par la base du crâne. Introduction. La tête osseuse comprend le squelette crânio-facial, formé par des os soudés, sauf la mandibule qui est mobile. De point de vue fonctionnel, on divise le squelette crânio-facial en deux parties. Le massif crânial, ou cavité crânienne, contient essentiellement l'encéphale, et le massif facial, où logent les organes de sens, à l'exception du tact. Le massif crânial se définit comme étant l'ensemble des os qui sont situés au niveau de la partie supérieure et postérieure de la tête osseuse. Il forme une enveloppe qui contient l'encéphale, le tronc cérébral et le cervelet. On lui distingue deux parties, une partie supérieure, la voûte ou la calvaria, et une partie inférieure, c'est le plancher ou la base du crâne. Voici la voûte et voici la base du crâne. Le massif crânial il est formé par 8 os, 2 pairs et latéraux et 4 impairs et médiaux. Les deux os pairs, ce sont les deux os pariétaux, le pariétal, les deux os temporaux, les 4 os impairs et médians. On a l'os frontal, l'os ethmoïde, l'os sphénoïde et l'os occipital. Voici le diagramme du massif crânial. Donc les os impairs et médiaux, d'avant en arrière, on a l'os frontal, l'ethmoïde, le sphénoïde et l'occipital. Et latéralement, on a les deux os temporaux et les deux os pariétaux. Sur une tête osseuse éclatée, on va voir les différents os qui forment le massif crânial et le massif facial. Pour le massif crânial, on a des os qui vont former la base et la voûte, donc qui participent à la formation de la base du crâne et de la calvaria. Ce sont l'os frontal, l'os sphénoïdal, l'os occipital et les deux os temporaux. Les deux pariétaux, c'est des os qui appartiennent uniquement à la voûte crâniale. Et l'os ethmoïdal, c'est un os qui participe à la formation de la base du crâne. L'os frontal, c'est un os impair et médian, symétrique, situé à la partie antérieure du crâne, au-dessus des cavités orbitaires et des fosses nasales. Il participe à la formation de la voûte et de la base du crâne. Il est formé par deux segments. Un segment vertical, c'est l'écaille du frontal, et un segment horizontal, c'est le segment orbitonasal qui participe à la formation de la fosse crâniale antérieure, la base du crâne, l'étage antérieur de la base du crâne, et du massif facial. L'anatomie descriptive de l'écaille. L'écaille, elle présente deux faces, une face latérale externe appelée également exocrânienne, ce qu'on appelle le front,
Elle est convexe, elle présente certains reliefs osseux, les tuberosités frontales, les arcades sourcilières. Entre les arcades sourcilières, on a la glabelle, les bords supraorbitaires, c'est la limite entre l'écaille et le segment horizontal. Sur ces bords supraorbitaires, on trouve deux incissures, une incissure frontale et une incissure supraorbitaire. La face médiale, endocrânienne, elle est concave, elle présente sur la ligne médiane un sillon, c'est le sillon du sinus sagittal supérieur, c'est l'empreinte que va laisser le sinus sagittal supérieur sur la face médiale de l'écaille du frontal, c'est un sinus veineux, qui se termine par une crête qu'on appelle la crête frontale et un trou, c'est un trou borne qui s'appelle le foramen secum. De part et d'autre du sillon du sinus sagittal supérieur, on a des granulations, c'est des fossettes granulaires, appelées autrefois des granulations de Pacchione. Et latéralement, on a les empreintes des gyrus cérébraux, principalement le gyrus frontal. La partie horizontale ou orbitonasale, elle présente deux parties latérales qui vont former le toit de l'orbite. Une partie médiane, c'est l'échancrure ethmoïdale du frontal. Les parties latérales qui forment le toit de l'orbite présentent deux faces. Une face externe orbitaire, elle a une forme triangulaire, elle est concave, elle présente deux fossettes. Une médiane, c'est la fossette trochléaire, et une latérale, c'est la fossette lacrymale. Une face interne endocrânienne, elle est convexe, elle présente des empreintes des gyrus du lobe frontal. Un bord postérieur qui s'articule avec les petites ailes du sphénoïde. La partie médiane ou échancrure ethmoïdale, elle présente le bord nasal en forme de V ouvert en bas qui s'articule sur la ligne médiane avec les os nasaux, les os propres du nez, et latéralement avec les processus frontaux des os maxillaires. La pyramide nasale ou l'épine nasale qui a la forme d'une pyramide à sommet inférieur et l'incissure ethmoïdale en forme de U ouvert en arrière. Il faut savoir que l'os frontal, il est creusé par des cavités pneumatiques qu'on appelle les sinus frontaux près de la ligne médiane. L'os ethmoïdal. L'os ethmoïdal est un os impair, complexe, qui participe à la formation de l'étage antérieur de la base du crâne, la fosse crâniale antérieure, et également, donc, il participe à la formation du massif facial. Il participe à la formation de l'orbite osseuse et des fosses nasales. L'os ethmoïdal, il est constitué par 4 parties. Une partie horizontale, c'est la lame criblée. Une partie verticale, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Et 2 labyrinthes ethmoïdales, c'est les masses latéraux. La lame criblée, elle est encastrée dans l'incissure ethmoïdale de l'os frontal. Sa face supérieure, elle comprend sur la ligne médiane l'apophyse Christa Galli. Et de part et d'autre de l'apophyse Christa Galli, on a les gouttières olfactives pour le passage des filets des nerfs olfactifs. Première paire crânienne. La lame perpendiculaire, elle est divisée en 2 segments. Un segment intracrânien, endocrânien, c'est l'apophyse Christa Galli. Et un segment exocrânien, c'est la lame perpendiculaire proprement dit. Elle forme la partie antéro-supérieure du septum nasal.
ou la cloison nasale. Les labyrinthes ethmoïdaux ou les masses latérales, ils sont au nombre de 2, de part et d'autre de la lame criblée. Ils ont la forme d'un parallélépipède avec 6 faces, une face antérieure, une face postérieure, supérieure, inférieure, latérale et médiale. Ils participent à la formation de l'orbite osseuse et de la paroi latérale des fosses nasales et ils s'articulent avec les os voisins du massif facial et du massif crânien. L'os sphénoïde. L'os sphénoïde, c'est un os impair et médian, symétrique, et il appartient essentiellement à la base du crâne. Également, il participe à la formation de la calvaria. Il s'articule avec tous les os du crâne. Il est situé dans la partie moyenne de la base du crâne, en arrière de l'os frontal et l'ethmoïde, et en avant de l'os occipital et les 2 os temporaux. L'os sphénoïde, il est formé par 4 parties. Une partie médiane, c'est le corps. 2 expansions bilatérales, les petites ailes et les grandes ailes. Et 2 prolongements inférieurs, c'est les processus ptérygoïdes. Le corps du sphénoïde, il a une forme cubique avec une face supérieure. Cette face supérieure, elle présente d'avant en arrière le gigome sphénoïdal, les gouttières optiques, la selle turcique ou la loge pituitaire ou loge la glande hypophyse et les apophyses clinoïdes postérieures. Une face postérieure s'articule avec l'occipital. L'os sphénoïde est creusé par une cavité qu'on appelle le sinus sphénoïdal. La face antérieure, elle présente l'orifice d'entrée du sinus sphénoïdal. La face inférieure, c'est la crête sphénoïdale qui va s'articuler avec l'os vomaire. Les faces latérales, ils donnent naissance aux petites ailes du sphénoïde. Et en bas, en arrière, on a les grandes ailes du sphénoïde. Les petites ailes de l'os sphénoïde, ce sont 2 lames osseuses triangulaires à sommet latéral, implantées sur la partie supérieure et latérale du corps du sphénoïde. Elles présentent 2 racines, une racine supérieure et une racine inférieure, entre lesquelles se trouve le canal optique ou le trou optique qui livre passage au nerf optique. Les grandes ailes, ils présentent une face exocrânienne. Elle-même, elle est divisée en 2 parties, une partie orbitaire et une partie temporo-zygomatique. La face endocrânienne des grandes ailes du sphénoïde, elle est concave. Elle présente 3 foramen ou 3 orifices. Le foramen rond, le foramen ovale et le foramen épineux. Entre les petites ailes et les grandes ailes, on a la fissure orbitaire supérieure. La grande aile du sphénoïde, elle participe à la formation de la voûte crânienne. Elle présente 3 bords, un bord frontal qui s'articule avec l'os frontal, un bord pariétal s'articule avec l'angle antéro-inférieur de l'os pariétal
et un bord squameux qui va s'articuler avec l'écaille de l'os temporal. Les apophyses pterygoïdes, ce sont deux processus osseux appendis à la face inférieure du corps du sphénoïde et les grandes ailes. Chaque processus est formé par deux lames, une lame médiale et une lame latérale. Les deux lames, ils fusionnent au niveau de leur partie supérieure et circonscrivent une fosse qu'on appelle la fosse pterygoïde. Maintenant, on va voir l'ossiologie de l'os temporal. L'os temporal, c'est un os pair situé au niveau de la partie latérale et inférieure du crâne. Le temporal participe à la formation de la calvaria, la voûte crânienne, et l'étage moyen et postérieur de la base du crâne. Il contient l'organe de l'audition et de l'équilibre. Embryologiquement, l'os temporal dérive de trois pièces osseuses, l'os squamal, qui va former la partie squameuse ou l'écaille du temporal, l'os tympanal, qui va former la partie tympanique de l'os temporal, et l'os pétreux, qui va former le rocher de l'os temporal. On va commencer par l'anatomie descriptive de l'écaille du temporal ou la partie squameuse. C'est une lame mince qui a la forme d'un demi-cylindre vertical, présente deux faces, une face exocrânienne temporale et une face endocrânienne cérébrale. La face exocrânienne temporale, elle est divisée en deux segments par le processus zygomatique. Le processus zygomatique présente deux parties, une partie postérieure racine ou fixe et une partie antérieure libre qui va former l'arcade zygomatique et qui va s'articuler avec l'os malaire ou l'os zygomatique. La partie postérieure fixe ou racine, elle forme le toit du méa acoustique externe ou du conduit auditif externe. En avant du méa acoustique externe, elle présente une fosse qu'on appelle la fosse mandibulaire qui va s'articuler avec la mandibule formant l'articulation temporomandibulaire. La face endocrânienne ou face cérébrale, elle est concave et irrégulière. Elle présente le sillon de l'artère méningée moyenne en avant. La partie pétreuse ou le rocher, elle a la forme d'une pyramide quadrangulaire à base latérale et à sommet médial. Elle présente trois faces, deux faces endocrâniennes, une face exocrânienne, trois bords, une base et un sommet. On commence par les faces endocrâniennes. On a une face antérieure qui participe à la formation de la fosse crânienne moyenne, l'étage moyen de la base du crâne, présente certains reliefs, l'éminence arquée, le tegmen tympani, c'est le toit de l'oreille moyenne, et l'empreinte trigeminale, c'est l'empreinte que va laisser le ganglion de Gasser, qui est un ganglion de nerfs trigimaux, cinquième paire crânienne. Une face postérieure
qui participe à la formation de l'étage postérieur de la base du crâne, la fosse crânienne postérieure. Elle présente le pore acoustique interne ou médial qui prolonge le méa acoustique interne ou le conduit auditif interne. La face inférieure du rocher, elle est exocrânienne. Elle présente un certain nombre de reliefs. Elle est irrégulière. Elle présente un processus ou apophyse, c'est le processus styloïde, qui va délimiter un foramen, c'est le foramen stylomastoïdien. Ce foramen stylomastoïdien, il livre passage au nerf facial, septième paire crânienne. Également, on a l'empreinte que va laisser la veine jugulaire interne, c'est la fosse jugulaire, et le foramen carotidien. Le rocher présente trois bords. Un bord supérieur qui va séparer la face antérieure de la face postérieure. Il est endocrânien. Il est parcouru par le sillon du sinus pétreux supérieur. Un bord antérieur divisé en deux parties. Une partie latérale soudée à la partie squameuse de l'écaille et articulaire avec la grande aile du sphénoïde. Une partie médiale qui forme le bord postérieur du foramen déchiré. Un bord postérieur s'articule avec l'os occipital et délimite le foramen jugulaire. La base, elle forme la partie mastoïdienne, formée par le processus mastoïde qui présente deux faces, une face externe marquée par l'incisure mastoïdienne et une face interne qui présente le sillon du sinus sigmoïde. Le sommet ou l'apex qui forme le bord postéromédial du foramen déchiré. La partie tympanique ou l'os tympanal, c'est le plus petit élément osseux du l'os temporal. C'est une lame semi-cylindrique ouverte en haut, située au-dessus de la partie squameuse et en avant du rocher. Sa face postérieure, elle est concave, elle répond au méa acoustique externe et sa face antérieure, elle constitue la paroi postérieure de la fosse mandibulaire. L'os occipital, c'est un os impair et symétrique. Il participe à la formation de la calvaria et de la base du crâne. Il occupe la partie postéro-inférieure du crâne, en arrière des deux os pariétaux et en arrière et entre les deux os temporaux. Donc, il occupe la partie postéro-inférieure du crâne. On distingue à l'os occipital quatre parties, l'apophyse basilaire, les deux masses latérales et l'écaille de l'occipital qui vont délimiter un foramen qu'on appelle le foramen magnum. Donc le foramen magnum, il est limité en avant par l'apophyse basilaire, latéralement par les deux masses latérales et en arrière par l'écaille de l'os occipital ou la partie squameuse. L'apophyse basilaire s'articule avec le corps de l'os sphénoïde. Elle présente sur sa face exocrânienne deux reliefs, la tubérosité pharyngienne et en avant d'elle la fossette naviculaire. Sur sa face endocrânienne, on a la gouttière basilaire. Les masses latérales droite et gauche
présente sur la face endocrânienne le canal de l'hypoglosse, l'orifice du canal condylien postérieur et la gouttière du sinus sigmoïde. Sur la face exocrânienne, on trouve les condyles articulaires avec la première vertèbre cervicale, l'atlas, l'orifice externe du canal condylien antérieur et l'apophyse jugulaire latéralement, l'empreinte que va laisser la veine jugulaire interne. L'écaille, elle présente sur sa face exocrânienne la protubérance occipitale externe, la crête occipitale externe et les deux lignes courbes occipitales supérieures et inférieures. Sur la face endocrânienne de l'écaille de l'occipital, on trouve la protubérance occipitale interne, les gouttières horizontales des sinus latérales, la crête occipitale interne et les deux fosses, la fosse cérébrale en haut et la fosse cérébelleuse en bas. L'os pariétal, c'est un os pair, il appartient à la voûte crânienne. Il a une forme quadrilatère avec deux faces, une face exocrânienne externe et une face endocrânienne interne, 4 bords et 4 angles. La face exocrânienne ou la face externe de l'os pariétal, elle est convexe. Elle présente une bosse, c'est la tubérosité pariétale, et deux lignes temporales, la ligne temporale supérieure et la ligne temporale inférieure, qui vont donner attache au muscle temporal. La face interne, elle est concave, elle est marquée par les empreintes des gyrus cérébraux et les sillons des branches de l'artère méningée moyenne. Et en haut, on trouve l'empreinte du sinus sagittal supérieur. Quatre bords, un bord frontal antérieur, un bord sagittal supérieur, un bord squameux et un bord occipital. Quatre angles, deux antérieurs, antéro-supérieur et antéro-inférieur, et deux postérieurs, postéro-supérieur et postéro-inférieur. La base du crâne, elle est très complexe, elle forme une barrière qui sépare l'endocrâne des régions sous-jacentes, la face, le cou et la région rachidienne. Elle est perforée par des foramen ou orifices qui livrent passage aux pédicules vasculo-nerveux qui partent de l'encéphale. Elle a une forme très irrégulière. Elle présente deux faces, une face supérieure ou endocrânienne ou l'endobase et une face inférieure ou exocrânienne ou exobase. L'endobase, disposée en marche d'escalier, d'avant en arrière on a 3 étages, un étage antérieur, un étage moyen et un étage postérieur. L'étage antérieur ou fosse crânienne antérieure, c'est l'étage ethmoïdo-frontal, limité en avant par l'os frontal et en arrière par le gigome et les petites ailes du sphénoïde. La limite postérieure. Le pédicule vasculo-nerveux qui traverse l'étage antérieur, représenté par la lame criblée, qui livre passage au filet nerveux du nerf olfactif, première paire crânienne, le trou ethmoïdo-frontal antérieur, pour le passage du nerf nasal interne et l'artère ethmoïdale antérieure, le trou ethmoïdo-frontal postérieur pour le nerf sphéno-ethmoïdal de Louchka et l'artère ethmoïdale postérieure. Et vers la fin, le canal optique
pour le nerf optique, deuxième paire crânienne, et l'artère ophtalmique. L'étage moyen ou la fosse crânienne moyenne, c'est l'étage sphénotemporal, limité en avant par le bord postérieur des petites ailes du sphénoïde et en arrière par la face antérieure du rocher. Le pédicule vasculo-nerveux qui traverse l'étage moyen, premièrement dans la fissure orbitaire supérieure ou la fente sphénoïdale, on a les nerfs oculomoteurs, le 3, le 4 et le 6, et le nerf ophtalmique de Willis, c'est le 5-1, branche terminale du nerf trigémaux. Deuxièmement, le foramen rond qui livre passage au nerf maxillaire, le 2. Troisièmement, le foramen ovale pour le nerf mandibulaire, c'est le 5-3. Quatrièmement, le foramen épineux pour l'artère méningée moyenne. Et vers la fin, on a le trou déchiré antérieur ou le canal carotidien pour l'artère carotide interne. L'étage postérieur ou la fosse crânienne postérieure, c'est l'étage occipito-temporal, limité en avant par la face postérieure du rocher et en arrière par l'os occipital. Les éléments qui traversent cet étage, premièrement, on a le foramen magnum ou le trou occipital qui livre passage à la moelle allongée ou le bulbe rachidien et les artères vertébrales. Deuxièmement, on a le méa acoustique interne, c'est le conduit auditif interne qui est traversé par le nerf facial, le 7, l'intermédiaire de Wisberg, le 7 bis, et le nerf cochléo-vestibulaire, c'est le 8, c'est le nerf auditif. On a le foramen jugulaire ou le trou déchiré postérieur qui est traversé par le nerf 9, le glossopharyngien, le 10, le pneumogastrique, et le 11, c'est l'accessoire ou le nerf spénal et la veine jugulaire interne. Le canal de l'hypoglosse qui est traversé par le nerf hypoglosse, la 12e paire crânienne. En conclusion, la base du crâne, elle est percée par plusieurs foramens qui vont livrer passage au pédicule vasculo-nerveux. Premièrement, dans l'étage antérieur, on a la lame criblée qui livre passage principalement au filet nerveux du nerf olfactif, première paire crânienne. Deuxièmement, on a le canal optique pour le nerf optique, deuxième paire crânienne. La fissure orbitaire supérieure ou la fente sphénoïdale qui livre passage au nerf oculomoteur, le 3, le 4, le 6 et le 5-1, le nerf ophtalmique de Willis et la veine ophtalmique. Le foramen rond pour le nerf maxillaire, le 5-2. Le foramen ovale pour le nerf mandibulaire ou le 5-3. Le foramen épineux pour l'artère méningée moyenne. Le foramen déchiré pour l'artère carotide interne. Le foramen jugulaire, trou déchiré postérieur, pour le nerf glossopharyngien, le 9, le vague 10 et le spinal ou l'accessoire le 11 et la veine jugulaire interne. Et vers la fin, le foramen de l'hypoglosse pour la 2e paire crânienne, le nerf grand hypoglosse. Merci.